Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici tout de suite les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh présente ses condoléances à la chancelière allemande. Et collision en mer du Japon, 7 marins disparus. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite au décès survenu aujourd'hui même de l'ancien chancelier allemand et une des figures de proue du paysage politique allemand de ces 50 dernières années, Helmut Kohl. Dans son message, le président de la République a salué la valeur, bien sûr, d'un grand homme d'État qui a œuvré à la réalisation des plus grands événements de son pays et de son continent, de la réunification allemande et au rôle moteur assumé par l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Helmut Kohl a marqué de son empreinte l'histoire politique de l'Allemagne et de l'Europe, a écrit le président Guelleh, louant l'aptitude élevée que le défunt ancien dirigeant avait en matière de recherche et de consensus. Il restera à jamais gravé dans le cœur et l'esprit des Allemands pour sa modestie et son accessibilité, a également noté le chef de l'État djiboutien, demandant que ses condoléances attristées soient étendues à la famille et aux proches du défunt Helmut Kohl ainsi qu'à l'ensemble du peuple ami d'Allemagne. Également dans l'actualité, aujourd'hui au siège de l'Union africaine, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Mohamed Idriss Farah, a été reçu par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, afin de transmettre un message du ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, relatif à l'arrêt de la médiation de l'Émirat du Qatar sur le litige frontalier entre l'Érythrée et notre pays. L'ambassadeur de Djibouti et le président de la Commission de l'Union africaine ont convenu de l'implication plus importante de l'Union africaine sur ce litige à la lumière de ce nouveau développement qui porterait atteinte à la paix et à la sécurité de la région. Enfin, le président Moussa Faki et l'ambassadeur ont évoqué le rôle de Djibouti en matière de paix et de la sécurité en Afrique. En pris part à cet entretien, côté djiboutien, Moussa Djama Ali, deuxième conseiller en charge de l'Union africaine, et colonel Omar Saïd Khairé, attaché de défense à l'ambassade. La Banque mondiale a récemment publié ses perspectives économiques mondiales pour 2017. D'après son rapport, la croissance économique mondiale est estimée à 2,7% grâce à une reprise dans le secteur manufacturier et le commerce, à une meilleure confiance envers le marché et une reprise des cours des produits de base. Dans les pays avancés, dont la France fait partie, la Banque mondiale a prédit une croissance économique d'environ 1,9% en 2017. Mais les 13 pays ont des perspectives de croissance beaucoup plus fortes. Ces pays sont notamment situés en Asie et en Afrique. Pour la République de Djibouti, la Banque mondiale a prédit que l'économie connaîtrait une croissance de 7% au cours de l'année 2017. Selon le rapport de la Banque mondiale, notre pays affiche des perspectives de croissance positives. Il convient donc de noter que notre pays a connu ces dernières années, pour développer l'infrastructure et la mise en place de nombreuses installations vitales, et d'améliorer l'environnement des entreprises grâce à l'adoption de politiques qui encouragent les investisseurs étrangers à profiter des opportunités économiques à Djibouti. Et parmi les autres pays dont l'économie connaît une croissance en cours de l'année 2017, l'Éthiopie affiche un taux de croissance de 8,3%, le Bangladesh 6,8%, la Côte d'Ivoire 6,8%, les Philippines 6,9%, l'Inde 7,2% et enfin la Tanzanie 7,2%. Et dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la souveraineté nationale, la préfecture de la région de Dikil, sous le patronage du préfet de la région, Mohamed Cherou Hassan, a mis sur pied une caravane régionale de l'indépendance pour sillonner les sous-préfectures de la région, ainsi que le chef-lieu de Dikil, en vue d'organiser des soirées musicales, concours et activités divertissantes pour la population.
Inspirée par l'initiative du comité national en charge de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane régionale a entamé sa tournée par la sous-préfecture de Yoboki, où l'accord de paix d'Ab'a entre le FRUD et le gouvernement de Djibouti a été signé. Un exploit sans précédent pour l'équipe de la caravane régionale conduite par Mahad Hussein Ahmed, qui était l'hôte des habitants de Yoboki, où une foule immense a manifesté joie, attachement profond et dévouement à la patrie. Pour un effet marquant, la caravane a projeté dans un premier temps un film historique traçant les différents événements notables, bien sûr, de notre pays, suivi de l'hymne national en 2 langues. Au cours de cette soirée également, la caravane régionale a également tenu un concours de patriotisme soldé par la remise des cadeaux aux gagnants pour les jeunes de la localité, où des questions sur des événements marquants ou des personnalités importantes de la République ont été posées. Cette cérémonie grandiose a vu la participation du sous-préfet de Yoboki, Adou Salala Seoudoum, de la présidente de l'Union des femmes de Yoboki, Madina Mohamed, et les élus locaux ainsi que d'autres personnalités importantes de cette localité. La soirée a été clôturée avec les différentes allocutions des personnalités présentes de Yoboki. Et après les régions d'Arta, de Tadjoura et d'Obok, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNUAP, poursuit l'installation des mutuelles communautaires dans 4 localités rurales de la région de Dikil du 12 juin au 15 juin 2017. C'est ainsi que le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le FNUAP, a organisé des journées de sensibilisation sur des mutuelles communautaires à Kontali, Daddahalo et Bondara, ainsi que Sankal. Cette mission s'effectue dans le cadre du renforcement des communautés rurales à travers la mise en place de 40 mutuelles communautaires dans les zones rurales des 5 régions de l'intérieur. L'objectif de ce projet est d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes dans les mutuelles communautaires des zones rurales et périurbaines à travers la promotion de la planification familiale. Ce projet regroupera 4 composantes majeures, notamment l'institutionnalisation des mutuelles communautaires, le renforcement des capacités communautaires, le partenariat multisectoriel pour la disponibilité des services, suivi et appui au ministère. Ces 4 volets sont conçus et mis en œuvre pour être complémentaires en collaboration avec d'autres départements ministériels tels que le ministère de la Santé, le secrétariat d'État aux affaires sociales et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Au cours de ces 4 journées, les comités de gestion des mutuelles de Kontali, Daddahato, Bondara et Sankal ont bénéficié d'une formation sur la gestion de la caisse communautaire et réceptionné ainsi les fournitures nécessaires à la tenue des comptes. Le représentant du ministère de la Femme et de la Famille a remis aux présidentes de ces 4 mutuelles une somme équivaut à 53 100 francs djibouti à verser dans chacune des caisses communautaires. Au cours du mois de juin, 40 localités recevront la même formation et 2 124 000 francs djibouti seront injectés dans les caisses communautaires grâce à l'appui du FNUAP. Et dans une seconde phase, les femmes de ces localités recevront une formation dans la conduite d'activités génératrices de revenus en leur facilitant l'accès aux mesures et aux aides gouvernementales en matière de microcrédit à travers la CEPEC. Les membres du comité de gestion recevront également une formation de formateurs en planning familial. Dans l'actualité également, dans le cadre des activités caritatives durant le mois béni du Ramadan, l'ONG koweïtienne Al-Rahma International procède depuis hier en coopération avec l'Office national d'assistance des réfugiés, l'ONARS, et distribue quelques paniers alimentaire à 351 sur les réfugiés yéménites dans le camp central de la ville d'Obok. Le processus de distribution a eu lieu en présence du directeur administratif de l'ONG Al-Rahma H International, Khaled Abou Harag, et représentant de l'ONARS, Asma Mustafa. Les bénéficiaires ont reçu une aide alimentaire composée notamment de riz, de sucre et de la farine ainsi que de dattes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de projets saisonniers dans le cadre du mois béni du Ramadan où l'ONG koweïtienne Al-Rahma H International
réalise au cours de ce mois béni. Il convient donc de noter que cette ONG fournit des soins médicaux pour les réfugiés yéménites à travers des cliniques médicales pour le roi Salman pour l'action humanitaire. Les représentants d'Al-Rahma International et le bureau de l'ONARS ont tour à tour souligné l'importance du geste qui contribuera à alléger les souffrances des réfugiés yéménites, en particulier durant ce mois béni du Ramadan. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. États-Unis, collision en mer du Japon, 7 marins disparus. Un bâtiment de la marine américaine est entré en collision avec un navire marchand philippin samedi au large des côtes japonaises. Les gardes-côtes recherchent 7 marins américains portés disparus. 5 bateaux, 2 avions et une équipe de secours ont été déployés dans la zone. 3 hommes à bord de l'USS Fitzgerald, dont le commandant blessé, ont été évacués par hélicoptère. Ce genre d'accident est rare sur une voie maritime aussi fréquentée. Le porte-conteneur ACX Crystal, avec lequel le navire américain est entré en collision, est beaucoup plus grand, mais surtout pèse plus de 3 fois son poids. Battant pavillon philippin, le navire appartient à une entreprise de transport maritime japonaise. Aucun membre de l'équipage n'a été blessé par la collision. Les 2 navires font respectivement route vers Tokyo et Yokosuka à l'aide de leurs propres moteurs. Et enfin, pour clore cette édition au Royaume-Uni, la colère après l'incendie de Grenfell Tower. Des manifestants en colère ont réclamé justice à la mairie de Kensington après l'incendie d'une tour résidentielle qui a fait des dizaines de morts dans l'ouest de Londres. La première ministre Theresa May, sous le feu des critiques pour ne pas avoir directement rencontré les habitants lorsqu'elle s'était rendue sur place, s'est entretenue vendredi avec les sinistrés, mais les habitants du quartier ne décolèrent pas. La première ministre a dû écourter sa visite sur les lieux pour des raisons de sécurité. Les manifestants réclament notamment des autorités qu'elles dévoilent le nombre d'habitants qui résidaient donc dans la tour. C'est absolument horrible et aujourd'hui des gens m'ont raconté ce qu'ils ont vu. Les habitants du quartier m'ont aussi fait part de leurs problèmes et de leurs inquiétudes. Le gouvernement met à disposition 5 millions de livres comme fonds d'urgence pour les gens qui ont simplement besoin d'argent pour acheter des choses du quotidien, a-t-elle déclaré un peu plus tard lors d'une interview à la BBC. Le bilan officiel fait pour l'instant état de 30 morts, mais il pourrait atteindre 70 selon les médias. Cela pourrait prendre des mois pour inspecter l'ensemble de la carcasse de l'immeuble et retrouver toutes les victimes. Beaucoup sont encore sans nouvelles de leurs proches vivant à Grenfell Tower, où l'on estime que résidaient quelques 600 habitants avant le drame. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Donc nous allons parler dans un premier temps, nous rendre à la Syrie où l'armée russe affirme avoir probablement tué le chef de l'État islamique. Qu'en est-il? Oui, effectivement, Ahmed, l'armée russe a affirmé hier avoir probablement tué en Syrie le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi lors des bombardements faits mai par son aviation visant à une réunion de hauts dirigeants de l'organisation de l'État islamique près de Raqqa. Une porte-parole de la coalition internationale menée par les États-Unis a indiqué ne pas être en mesure de confirmer pour le moment la mort du chef de l'État islamique, aussi puissant que discret et déjà donné pour mort dans le passé par les Américains. Al-Baghdadi a fait l'État islamique une organisation redoutée et responsable de multiples attentats sanglants à travers le monde. L'annonce de Moscou intervient, Ahmed, alors que l'organisation djihadiste est en passe d'être chassée de Mossoul, son principal fief en Irak, et qu'il est aussi resserre autour de sa capitale, la ville de Raqqa en Syrie. Et en sport, une nouvelle qui a certainement choqué les amoureux du ballon rond et les supporters et les fans du Real Madrid, accusé donc de fraude fiscale. Le meneur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, menace donc de quitter le Real Madrid, Hussein. Oui, effectivement, en pleine polémique avec le fisc espagnol. Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter le Real Madrid cet été. Cristiano Ronaldo pourrait donc être l'un des grands dossiers de mercato. Reste maintenant à savoir où il pourra répondre. Le PSG a longtemps été intéressé par les Portugais pour donc revenir à la charge. Un retour au Manchester United fait également énormément parler, alors que la Chine pourrait également
tendre le bras à Cristiano Ronaldo. De nombreuses rumeurs pourraient finalement servir au quadruple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo d'obtenir une nouvelle prolongation alors que son rival Lionel Messi doit prochainement signer le nouveau bail. Un nouveau bail avec le Barcelone. Effectivement. Merci Hussein pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.